revenir à la question de mon frère du Sénégal. C'est normal, les divorces, c'est toujours douloureux. Il a dit l'accès à la mer. Vous savez, l'accès à la mer n'est pas une condamnation à mort. Elle n'empêche pas d'être membre de la CEDEAO. Vous pouvez bien sûr être des États du Sahel et aussi être membre de la CEDEAO. Cette situation-là a permis aux Nigériens de comprendre énormément de choses. Dans les villages, les gens sont conscients. Mon frère Ablaye, si je te dis que j'applaudis à la création de l'Alliance des États du Sahel, je ne vous dirai pas la vérité. Mon nom c'est Suzy Barbosa. Je suis l'ancienne ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau, comme bien dit le ministre Diop. J'étais à l'époque, comme il a aussi bien dit, la présidente du Conseil de ministres de la CEDEAO. Et moi, je suis témoin, bien sûr, de tous ces efforts, tout ce qu'ils ont fait pour être écoutés, pour avoir un dialogue direct avec la CEDEAO. Monsieur le ministre, vous savez tant bien comme moi, et je fais un effort pour parler en français, vous savez que je suis lusophone, mais ce que le ministre a dit, c'est qu'ils ont vraiment fait un effort pour avoir un dialogue direct avec les chefs des États. Mais nous, et surtout mon frère Aurélien peut aussi confirmer, nous sommes des ministres. Nous n'avons pas la décision dans le cadre de la CEDEAO. Nous sommes les gens qui transmettent ce que les chefs d'État décident. Et la CEDEAO, bien sûr, c'est une décision des chefs d'État. Et aujourd'hui, je pense, Monsieur le ministre, que l'histoire a démontré que vous aviez la raison. Je dois vous féliciter surtout pour votre résilience. Aujourd'hui, peut-être les gens pensaient que vous allez changer de position. Et ce que la CEDEAO a rendu compte, peut-être que c'est la CEDEAO qui doit changer la position. Aujourd'hui, je rends compte qu'avec des nouveaux chefs d'État, comme le nouveau chef d'État du Sénégal, quelqu'un qui est aussi jeune que le nouveau chef d'État de Burkina, du Mali même, ça peut être plus facile d'avoir un dialogue. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, c'est que la vision est différente, les valeurs sont un peu différentes et surtout l'âge n'aide pas. Je pense que la CEDEAO a rendu compte peut-être qu'elle est partie un peu trop loin. Comme vous avez bien dit, ce n'est pas prévu une invasion, ce n'est pas prévu l'occupation d'un État membre. Mais ça a parlé. J'ai eu la chance de ne pas être plus la ministre des Affaires étrangères à l'époque. Et je n'étais plus la présidente du Conseil des ministres parce qu'on a rendu à Nigeria juillet dernier. Mais bien sûr, j'ai entendu, j'ai suivi cette proposition. Et par chance, elle n'était pas prise finalement parce que les États ont rendu compte que ce n'était pas une option. Surtout parce que les conséquences pourraient être beaucoup pires que la solution. Mais ce que je pense est important, c'est que cette alliance que vous avez créée, peut-être ça va même aider à votre intégration à la CEDEAO, parce qu'elle n'empêche pas d'être membre de la CEDEAO. Vous pouvez bien sûr être des États du Sahel et aussi être membre de la CEDEAO. Peut-être c'est une forme de pression sur les autres États de la CEDEAO pour voir que vous avez une autre solution et qu'avec cette alliance, vous aurez la même position et vous aurez peut-être plus de force pour les négociations. Merci beaucoup. Beaucoup, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais tout d'abord remercier monsieur Carteron pour son invitation à ce forum. Et en jetant un regard sur la salle, je vois beaucoup d'anciens collègues, ministres des Affaires étrangères, que je voudrais saluer. M. Mezouar, ancien ministre des Affaires étrangères du Maroc, Aurélien, ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, ma sœur Barbosa qui vient de prendre la parole, et saluer mes frères et amis, le ministre des Affaires étrangères Ablaye Diop. Nous avons été ministres des Affaires étrangères ensemble, et mon collègue Traoré, mon ami Traoré du Burkina Faso. Quand je parle d'Ablaye Diop, il est plus sénégalais que moi, je suis plus malien que lui. J'ai été ambassadeur au Mali il y a 12 ans et j'étais témoin du coup d'État qui a renversé le président Amadou Touré. Et je l'ai gardé dans ma résidence pendant de nombreux jours avant qu'il n'aille s'exiler au Sénégal pendant 5 ans. Et c'est de là que véritablement les choses ont commencé. Ablaye Diop peut faire l'histoire, donc je vous ai partagé cette histoire, et en ce moment, mon frère
Aurélien venait d'arriver il y a quelques jours pour prendre fonction et le coup d'État est survenu. Alors, mon frère Ablaye, si je te dis que j'applaudis à la création de l'Alliance des États du Sahel, je ne vous dirai pas la vérité. Tout en respectant le droit des États à l'association. Parce que ce qui nous lie avec la CEDEAO est très fort. Nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO, qui va fêter l'année prochaine ses 50 ans, qui a toute une histoire, qui a tout un cadre juridique et qui est, on peut le dire, l'organisation régionale qui marche le mieux sur le continent. Ça aussi, c'est la vérité. Oui, on peut interroger le travail de la CEDEAO durant cette période de la crise au Mali et des crises qui sont intervenues dans les autres pays de notre espace. Je ne suis pas toujours d'accord sur les mesures que la CEDEAO a eu à prendre en ce qui concerne les sanctions, même si je suis favorable aux sanctions. Et je crois que aussi ces trois pays ne sont pas contre les sanctions. Parce que c'est le texte de la CEDEAO qui prévoit des sanctions en cas de rupture de gouvernement anticonstitutionnel. Par exemple, la suspension. Ça, c'est classique. Ce n'est pas seulement la CEDEAO, mais aussi l'Union africaine. L'Afrique, et on l'accepte. Je suis d'accord avec Ablaye aussi qu'on est allé trop loin dans les sanctions. Parce que je l'ai même dit à quelques chefs d'État que je connais en disant que, mais d'un seul coup, vous prenez toutes les sanctions, et si ces sanctions ne sont pas appliquées, vous allez faire quoi? Donc, il y a une stratégie des sanctions progressivement, et ensuite la négociation. Et ensuite, quand il s'est agi d'une intervention militaire dans un État aussi, j'avais dit très tôt à quelques chefs d'État que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de le faire. L'intervention militaire, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de logistique. Et ensuite, vous allez intervenir dans un pays aussi vaste que le Niger, qui quand même, entre-temps, a beaucoup fait pour reconstruire et rebâtir son armée, qui fait face à la lutte également contre le terrorisme dans son espace géographique, géopolitique extrêmement compliqué. Et ce n'était pas recommandable de l'envisager. Et que même si vous insistez pour le faire, vous ne pourrez pas le faire. Bon, finalement, tout le monde a vu que cette intervention ne s'est pas faite. Pour dire tout simplement que j'ai la conviction que le Niger, le Burkina et le Mali reviendront à la maison. Et j'y travaille et d'autres bonnes volontés doivent y travailler. Il y a beaucoup de frustration de ces pays, beaucoup d'incompréhension qui aurait pu être levée s'il y avait une bonne diplomatie de médiation régionale, voire internationale. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Par exemple, au Niger, dès le départ, j'avais suggéré qu'il y ait une délégation de chefs d'État. Il y a eu un sommet, j'ai suggéré à des chefs d'État que si vous terminez ce sommet, désignez 5 chefs d'État qui vont atterrir en même temps au Niger pour parler à nos frères et nos sœurs nigériens. Ça n'a pas été fait. Il n'y a eu aucune mission officielle de la CEDEAO qui soit dépêchée au Niger. Sinon, il y a des bonnes volontés nigériens qui sont frontaliers au Niger, qui sont déplacés, mais qui ne représentent pas les États, qui ne représentent pas l'organisation. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises dans la gestion du dossier et du Niger et du Burkina et également du Mali. Mais le départ a été aussi une décision qui me semble un peu trop poussée. On aurait pu trouver des solutions, on n'a pas trouvé ces solutions au bon moment, mais je pense qu'on ne désespère pas de trouver une solution pour que ces trois pays reviennent à la maison. Même si
dans les textes de la CEDEAO, il est dit que si un État décide de partir, il faut un délai d'1 an, il faut que l'État respecte toutes les décisions durant cette année, etc. etc. Ça, c'était pour permettre l'ouverture de négociations entre l'État qui veut partir et l'organisation. Et donc, c'est ça. Pourquoi on a mis cette disposition dans la charte, c'est depuis la charte de 75, je pense, et qui a été maintenue par la charte révisée, qui n'a pas été changée. Donc, respect à l'indépendance des États qui veulent librement se constituer en association, en organisation, mais en même temps aussi, je pense que beaucoup de choses lient le Mali, le Niger et le Burkina Faso à la CEDEAO, point que cette rupture ne saurait être définitive. C'est pourquoi j'ai espoir que ces pays reviendront à la maison mère, et surtout nous aussi, je parle en tant que Sénégalais, parce que beaucoup de choses nous lient au Mali. L'histoire, la culture, la géographie et même les patronymes. L'un des noms les plus répandus au Sénégal, c'est Diop. Quand vous dites Ablaye Diop, tout le monde dit qu'Ablaye Diop ne peut être que Sénégalais. Que Sénégalais. Et lui, il le sait. Et donc, le Mali et le Sénégal, c'est depuis toujours. À l'indépendance, nos deux pays ont essayé de mettre ensemble une fédération. On tentait une fédération. Il y avait la fédération du Mali, qui n'a pas survécu pour plusieurs raisons. Ça veut dire qu'il y avait cette volonté de faire en sorte que les deux pays soient ensemble et aillent ensemble à l'indépendance. Et on avait le même drapeau. C'est quand les deux pays sont partis à l'indépendance que le Sénégal a ajouté une étoile au milieu pour faire la distinction avec vert jaune, vert orange, jaune. Donc, si on enlève l'étoile, c'est le même drapeau. Pratiquement presque les mêmes hymnes et la même constitution pendant des années, des décennies. Presque la même constitution. Et dans la constitution du Mali et du Sénégal, c'est dans les deux seules constitutions africaines que vous retrouvez que le Mali est disposé à céder tout ou partie de sa souveraineté pour bâtir l'unité africaine. C'est la même disposition que vous retrouvez dans la constitution du Sénégal. Donc, Ablaye, je ne désespère pas. Merci. Le professeur journaliste de Africa, il a dit l'accès à la mer. Vous savez, l'accès à la mer n'est pas une condamnation à mort. L'enclavement. La Suisse est un pays enclavé. Deuxièmement, nos pays ont vécu des années après les indépendances, avant la création de ces organisations. Nous avons des modalités, nous avons même des modalités bien avant ça. Donc, quels que soient les cas de figure, je crois que ce soit sur le plan bilatéral, que ce soit entre l'AES et la CEDEAO, on va devoir trouver des modalités de vie. C'est ce que j'appelle des modalités de vivre en commun. Comment les gens vont aller et venir, comment on va sécuriser, comment on va se marier, comment on va faire ceci, ça. Donc je pense que ça, on ne peut pas nous faire peur avec ça. Deuxième élément, si un pays côtier peut te taper la poitrine, c'est parce que tu as des pays enclavés en face, qui sont tes clients. Parce qu'autrefois, nous, on pensait que c'est le Mali qui dépendait des pays côtiers, mais aujourd'hui, tous les pays où il y a des ports, ils sont tous à Bamako représentés en compétition. Parce que je peux décider d'utiliser Cotonou, si Cotonou me fatigue, je vais aller à Dakar, et il me faut. Donc, moi, je pense qu'être enclavé aussi, bon, c'est une contrainte physique, mais ce n'est pas une condamnation à mort. Les pays qui ont investi des milliards de dollars, qui se sont endettés pour renforcer les capacités de leurs ports, mais si nous, on n'utilise pas leurs ports, ils vont aller où? Donc, quelque part, on va devoir s'asseoir avec lucidité, pragmatisme et trouver des solutions. Alors, moi, je crois que ceux qui disent aussi qu'on va venir, nous, je pense que notre président était très clair l'autre jour, il a dit que nous, on a pris un chemin de non-retour, il faut que les gens intègrent, mais je crois que les gens ne prennent pas encore au sérieux, il faut qu'ils le fassent. Mais posez-vous la question, et s'ils ne reviennent pas? Quelle est la réponse? Donc, je crois que prenons les deux options et disons-nous, on est tous des hommes politiques. Je crois que toutes les options peuvent être possibles, mais posons-nous aussi l'autre question. D'ailleurs, je pense que notre frère du Maroc l'a indiqué, que bon, il y a d'autres initiatives qui viennent. Le Maroc a mis en place cette initiative royale. Ça veut dire qu'on a la CEDEAO, on a d'autres mécanismes, on a d'autres offres.
Comme pour les partenariats, là, je crois qu'il y a plusieurs offres, hein, que personne n'ait l'arrogance de penser que je suis la seule voie. Et après tout, nous sommes des pays qui ont existé avant ces organisations. Et donc, je pense qu'il faut que nous intégrions vraiment ces éléments. Madame la journaliste qui est au fond, je pense que je ne vais peut-être pas vous répondre parce que le frère qui est là, qui parle au nom de la société civile, a certainement pris en charge une bonne partie de la question. Mais souvent, on peut juste vous demander où est-ce que vous étiez quand les Maliens mouraient par centaines de milliers à Tombouctou, à Gao, à Kidal, hein, et dans la région de Mopti. Personne ne leur venait au secours. Est-ce que vous êtes interrogé comment ces gens mouraient? Est-ce que ces grandes organisations se sont occupées de ça? Donc je pense que nous considérons que nous passons des difficultés. Personne n'a dit qu'on veut installer des dictatures militaires, etc. Mais on a dit qu'on est en train de construire un État, de créer des conditions pour un retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Mais on est dans un contexte aussi géopolitique extrêmement tendu où des forces travaillent au quotidien pour nous renverser, pour créer des problèmes dans nos pays, y compris en utilisant la presse, la société civile. Au quotidien, le Mali est en train de démontrer des tentatives de déstabilisation. C'est quotidien. Et je n'invente pas la chose par rapport à ça. Donc, en résumé, vraiment, c'est dire que nous, l'initiative de l'AES, c'est que vraiment nous voulons compter sur nous-mêmes pour nous en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire de partenariat, mais on est sorti du paradigme où on pensait que c'est l'ancienne puissance coloniale, c'est X, Y, s'il ne me vient pas en aide, je vais mourir. Mais il faut que nous aussi, on regarde en nous-mêmes quelle est notre valeur. Parce qu'on nous a mis dans la tête qu'on est pauvre et nous-mêmes, on est convaincus qu'on est pauvre. Et ceux qui nous disent qu'on est pauvre, ils sont chez nous, même si on les chasse, ils ne vont pas. Donc, quelque part, il faut que nous-mêmes, on change notre regard sur nous-mêmes. Peut-être qu'on n'a pas tout, mais si on changeait la façon de faire, les règles du jeu, si on arrivait ne serait-ce qu'à transformer certaines choses, mais on peut créer des valeurs, ces valeurs peuvent profiter aussi à d'autres. Donc l'AES, nous voulons pouvoir regarder un peu chez nous. On sait que ça sera dur, très dur. Parce que si tu veux compter sur toi, il y a un prix à payer. Et tous les jours, on nous fait payer. Il y a même une guerre économique aujourd'hui contre nos pays. Pour juste montrer que l'exemple, l'expérience ne va pas réussir. Bon, moi je parie aussi que c'est à nous. La réussite ou pas de l'AES ou de toute tentative en Afrique, ça tient entre les mains des Africains. C'est à nous. Donc je ne fais pas de promesses aux gens que ça va réussir, ça ne va pas réussir, c'est à nous. Si on décide qu'il nous faut nous unir, il faut nous réveiller, il nous faut serrer la ceinture, bon, ça va réussir. Mais si on pense que c'est Paris, Washington ou Bruxelles qui va décider de notre sort, bon, naturellement, on peut attendre encore. Voilà. C'est fait par M. Frassa concernant l'APF. Je pense que vous avez mentionné le fait qu'il n'y avait pas de répondants dans les pays où il y a eu les coups d'État. Vous avez aussi mentionné la question du comité interparlementaire G5 Sahel. J'ai eu la chance de travailler dans les parlements et j'ai vu un peu comment l'APF a fonctionné au Burkina pendant la première transition. Et maintenant, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de répondants. Il y a des sections, peut-être qui n'ont pas été approchées par l'APF. Et le comité interparlementaire dont vous parlez, j'ai eu le privilège d'écrire le draft des premiers documents qui ont créé et d'en être le secrétaire exécutif. C'est moi qui ai installé le secrétariat à Niamey. Et je peux vous dire à quel point c'était très difficile nos rapports avec certains partenaires. Cette institution a pu vivre grâce au seul Parlement qui l'ont créé. Donc, à ce niveau, nous avons vu les limites de la solidarité refusée et de l'OIF et de l'APF à côté du comité interparlementaire, et je sais de quoi je parle. Donc à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas d'amalgame. Les pays ont des répondants, peut-être que l'APF n'a pas fait de démarches pour les approcher, sinon les sections existent bel et bien. C'est juste un rectificatif que je voulais apporter. Pour revenir à la question de mon frère du Sénégal, c'est normal, les divorces, c'est toujours douloureux, y compris pour celle qui part ou celui qui part, que pour celui qu'on a quitté. Et
Nous sommes probablement dans cette dynamique avec la CEDEAO, mais il faut comprendre que la dynamique qui a été enclenchée dans le cadre de l'AES, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ce n'est pas le fait d'avoir une histoire commune qui peut constituer l'argument clé pour revenir à une institution qui elle-même est en train de s'effondrer, qui n'existe presque pas. La CEDEAO, je suis désolé, est sortie de sa trajectoire depuis longtemps. C'est une communauté d'intégration économique. Elle n'est pas créée pour s'occuper des questions électorales. Ça, c'est venu longtemps après, vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, c'est devenu la matière première. Alors, il y a beaucoup de documentation sur ce qui concerne les élections, mais très peu sur la santé économique de l'espace. Et ça, je suis désolé. Tant que ça restera dans cette trajectoire, je ne pense pas que nous puissions avoir notre compte là-dedans. Et on l'a expérimenté, cette solidarité étant à l'intérieur de la CEDEAO, pour comprendre qu'il est plus difficile pour un pays qui est en guerre de s'équiper que pour un pays qui est en paix. Une simple autorisation d'importation de munitions, ça prenait 6 mois. 6 mois, c'est suffisant pour faire disparaître des villages. On l'a vu, on l'a vécu avec la CEDEAO. Rien ne s'est passé. Aucune solidarité. Alors qu'il y avait la possibilité de le faire pour la santé de l'espace CEDEAO. Non pas pour les 3 pays qui étaient l'épicentre de l'insécurité. Donc je pense qu'il y a un travail sérieux à faire. Et ce qui démontre que cette institution est vraiment mal engagée, c'est qu'elle ne se remet même pas elle-même en cause. Tout ce qui s'est passé depuis, les discours sont orientés sur un retour de 3 pays. Mais la CEDEAO doit revoir et faire son mea culpa et se dire, nous sommes une institution qui a trahi les motivations premières qui ont prévalu à sa création en 1975. Et ça, c'est effectif. Donc, je pense qu'il y a des choses à voir à ce niveau. Et pour venir en complément à ce que Diop disait concernant l'enclavement, je ne parlerai plus d'enclavement à partir du moment où nous avons des voies de communication qui nous amènent jusqu'au port et nous avons un espace aérien. Vous savez, les 3 pays, c'est 2 700 000 km². Et ce n'est pas un espace aérien négligeable. Et ces 2 700 000 km², ne voyez pas cela comme une enclave. C'est une passerelle entre ceux qui ont le port et ceux qui sont au nord. C'est aussi une passerelle entre l'Est et l'Ouest. Donc, voir les pays du Sahel comme des pays pauvres, dont la survie dépend seulement de ceux qui ont accès à la mer, c'est une lecture, à mon avis, à moitié. Il y a cette interdépendance telle que, comme il l'a dit, il n'y a pas de port dynamique sans Interland. Et donc, il faut l'envisager dans ce sens. La survie de nos pays ne dépend pas forcément de cela. On subit une certaine continentalité, oui, mais à partir du moment où nous avons des routes qui quittent Bamako pour aller à Abidjan, où il y a le chemin de fer qui quitte Ouaga pour aller à Abidjan, une route qui quitte Agadez pour passer par Niamey, Ouaga, aller à la frontière, on n'est pas des pays enclavés comme cela peut laisser transparaître. Nous avons des accès, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, mais il faut l'envisager sous cet angle. Et à mon avis, ce n'est pas aussi handicapant comme il l'a dit, comme vous le pensiez. Le ministre Aurélien a mentionné quelque chose de fondamental et qui a contribué à souiller aussi l'image de la CEDEAO. Lorsqu'il parle de coup d'État institutionnel, tous ces jeux, comment est-ce que les constitutions ont souffert entre les mains des présidents qui sont quand même acclamés et qui s'illustrent par une certaine malgouvernance, mais qui continuent de modifier les textes qui sont acclamés toujours. Mais c'est quelque chose à laquelle le monde entier a assisté. Aujourd'hui, prenez les régimes qui sont qualifiés de putschistes et autres, allez-y évaluer leur gouvernance comparée à ceux qui sont venus par les urnes. Il n'y a pas commune mesure. Et là, je rejoins un peu la préoccupation de ma soeur, lorsqu'elle veut s'informer sur comment est-ce que la population se sent. Lorsque les populations comprennent que leurs aspirations constituent l'ossature des politiques publiques
elles adhèrent. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Venez au Burkina Faso, 6500 écoles ont fermé en 10 ans du fait du terrorisme. Il y a de cela 10 mois, plus de 1500 écoles ont réouvert leurs portes. Personne n'en parle. Mais quand on nous pose des questions, c'est toujours pour savoir quand est-ce qu'on organise les élections. Plus de 700 000 personnes sont reparties dans leur village. Personne n'en parle. L'Union européenne nous dit qu'on attend de nous de bons signaux. Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur signal que 700 000 personnes qui ont vécu dans la frustration pendant 2 ans dans des camps de déplacés retournent dans leurs champs, reprennent leur boulot? Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur signal que ça? La reprise de Kidal a été l'un des plus beaux signaux. Pas même la CEDEAO n'a mentionné quelque chose. On se demande, mais où sont nos indicateurs d'appréciation? Où sont nos repères? Une institution comme ça, vous voulez qu'on y retourne simplement pour aller disparaître? Je pense que les conditions ne sont pas créées et qu'il faut laisser à l'AES de poursuivre sa marche vers une meilleure structuration. C'est celle-là qui permettra à ces pays, vus de loin comme des pays pauvres, mais en réalité qui sont des pays appauvris, laissez-leur faire leur bout de parcours et l'avenir nous jugera, n'est-ce pas mon frère? Voilà, donc c'est ce que... Mon service. Par rapport à l'intégration, l'AES, nous allons retourner à la CEDEAO ou pas? J'ai mes 2 ministres, ils ont largement répondu à la question. Je n'ajouterai pas un mot. Par rapport à la réaction des peuples, en tout cas au Niger, pour la première fois, on a eu 4 ou 5 coups d'État. Pour la première fois, je suis conscient de ce que j'ai dit, et c'est particulièrement important, je le dis honnêtement. Nous n'avons jamais vu le peuple nigérien, se lever pour faire un seul être humain face au changement de régime que celui-ci. Particulièrement après les menaces extérieures, les sanctions, partez au fin fond des villages, on vous dit, mais vous là, depuis 60 ans, vous nous dites que on a un gouvernement, alors que maintenant il y a des gens qui ont dit de partir parce qu'ils ont des armes, ils ne veulent pas partir. Les Blancs là, vous partez au village, les grands-pères vous disent ça. C'est extrêmement important pour dire que cette situation-là a permis aux Nigériens de comprendre énormément de choses. Dans les villages, les gens sont conscients. Les gens sont conscients. Ah, donc si c'est comme ça, ils disent qu'ils ne battent pas, donc c'est chez eux qu'ils sont. Pour vous dire, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, voilà, les gens disent que non, c'est juste les gens de la ville. J'ai échangé avec des partenaires, on dit non, est-ce que c'est pas seulement, monsieur le Bassel, c'est pas seulement la ville? Non, c'est pas seulement la ville. L'extrême majorité aujourd'hui de la population nigérienne est derrière son armée et la recherche de la souveraineté véritable. Surtout la souveraineté sur ses ressources naturelles. C'est un domaine, aujourd'hui, ce n'est pas le moment, mais on vient de commencer à dire qu'on va exploiter le pétrole, mais comment c'est... Déjà, on pense que c'est impossible. Alors que nous, qu'est-ce que nous cherchons? Même avec les partenaires, pour nous, au Niger, ce n'est pas des anciens partenaires, c'est toujours des partenaires. Ils ont décidé de nous sanctionner, ils sont partis. Ils disent non, depuis 63 ans, nous, pour le moment, on n'a pas garanti l'eau potable à l'ensemble de la population. J'ai dit de l'eau potable. Est-ce qu'on peut continuer à vivre dans cette situation? On ne peut pas continuer à vivre dans cette situation. Voilà, maintenant par rapport à l'enclavement des pays de l'AES, en tout cas, sur le plan pratique, grâce au Burkina et au Mali, en tout cas pour le moment, le Niger est ravitaillé. Nous avons nos produits. C'est peut-être un peu plus difficile, mais c'est régulier. En plus de cela, il y a quand même, sur le plan des conventions internationales, un droit de la mer aux pays enclavés. Tout le monde le sait. Quand la CEDEAO a pris sa décision et que des instances ou bien des regroupements comme l'Union européenne apportent leur appui, ça veut dire qu'on viole d'une partie cette convention. Je voulais juste répondre à Mme Dallaire. Je n'ai pas dit que l'Union européenne n'apporte pas d'aide humanitaire. J'ai dit le fait que la CEDEAO a pris des sanctions pour fermer les frontières aériennes et terrestres, empêcher tout ce qui est médicaments
et alimentation est une violation du droit international humanitaire. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà, je vous remercie. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.